Le crabe bleu est une espèce non indigène introduite par l'homme volontairement ou accidentellement dans ce territoire. Le crabe bleu a un goût presque sucré, qui rappelle un peu celui de la crevette menthe, mais aussi celui du homard. C'est un crustacé qui n'est pas encore apprécié à sa juste valeur, alors qu'il est très bon en fait. Au lieu d'attraper toutes ces espèces surpêchées qu'on a l'habitude de manger, il vaut mieux sauver notre mer en mangeant celle-ci. C'est un pays de cocagne, l'Émilie-Romagne. Une région où l'amour de la vie se célèbre aussi à table. Dans le nord-est de l'Émilie-Romagne, l'eau joue un rôle essentiel. C'est ici que les bras du Pô se jettent dans la mer Adriatique en formant un delta sans cesse remodelé. Dans les marais de Comacchio, les canaux se mêlent aux lagunes pour créer un décor enchanteur où la vie s'adapte au rythme de l'eau, dans une atmosphère qui n'est pas sans rappeler Venise. À force d'inventivité, les habitants ont surmonté les difficultés de ce paysage pour tirer parti de ses atouts. Et l'eau a finalement rendu cette région prospère. Aujourd'hui, cette prospérité se manifeste aussi le long du littoral, où l'eau est devenue le moteur d'un tourisme florissant. Entre villages de pêcheurs et zones agricoles, le Pô serpente sur plus de 50 km jusqu'à l'amont de son delta, où l'un de ses bras traverse Ferrare. Le majestueux château d'Este domine le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'édifice témoigne de la puissance et du rayonnement de la ville à l'époque où Ferrare était un centre majeur de la Renaissance. La cour de la maison d'Este ne prenait pas seulement des décisions politiques, elle offrait aussi de fastueux banquets. Plus on était puissant, plus les festins étaient somptueux. Bien qu'elle ait visité le château à maintes occasions, la restauratrice d'art Milena Merli y découvre toujours l'un ou l'autre nouveau détail. Ce ne sont pas seulement les fresques qui l'impressionnent, mais aussi la culture gastronomique de l'époque que la famille d'Este avait élevée au rang d'art.
Cuisinière chevronnée, Milena connaît les innovations que les souverains de la Renaissance ont apportées à la cuisine régionale et qui perdurent aujourd'hui encore dans les plats traditionnels de Ferrare. Dans son atelier situé à quelques centaines de mètres du château, d'anciennes natures mortes provenant de palais privés de la ville reprennent vie entre ses mains expertes. La nature morte était en quelque sorte une photographie de ce que possédait une famille, de ce qui se trouvait dans sa maison. Toutes ces choses qui aujourd'hui nous paraissent acquises et banales reflétaient à l'époque la richesse du commanditaire qui accrochait ce tableau dans sa maison. C'était une façon de dire « Je t'invite chez moi à un banquet et ce que tu trouveras sur ma table correspond à ce que je donne à voir au monde dans mes tableaux. » Un tableau de ce genre n'aurait jamais trouvé sa place dans un foyer pauvre, parce qu'il fallait avoir les moyens de s'offrir des choses comme le gibier, par exemple. La chasse était le privilège des seigneurs. Les natures mortes passaient d'un palais à l'autre, de sorte que les personnes qui fréquentaient les lignées nobles pouvaient voir ce que possédait leur hôte et éventuels partenaires d'affaires. Souvent, les tableaux représentent un légume qui occupe aujourd'hui encore une place privilégiée dans la cuisine ferraraise. Cette courge typique de la région de Ferrare et des marais du Mezzano se nomme courge violon, parce qu'elle a la forme de cet instrument et que sa chair est particulièrement douce. Cette courge entre dans la composition d'un plat emblématique de Ferrare, les capellacci, une variété de ravioles. À l'aune de nos critères actuels, les ingrédients de cette recette n'ont rien de luxueux. Les livres de cuisine de la Renaissance attestent pourtant que les capellacci étaient servis au banquet du duc d'Este lors de grandes occasions. À l'inverse des tortellini et d'autres ravioles typiques de l'Émilie, la pâte ne doit pas être étalée trop finement. Ensuite, on la découpe en carrés. Cultivées dans la région de Ferrare dès le milieu du XVIe siècle, les courges étaient très appréciées par la maison d'Este, qui les mettait à l'honneur dans plus d'un plat servi à leur banquet. À en croire la culture gastronomique de la cour de Ferrare, la cuisine de la Renaissance aimait allier les saveurs. L'aigre et l'épicé, ou dans le cas des capellacci, la douceur de la courge et le piquant du parmesan. Le tout parfumé de noix de muscade. La maison d'Este ne lésinait pas sur les épices, qui remplissaient différentes fonctions. On avait souvent recours aux épices pour leur effet décoratif. La noix de muscade pouvait être râpée, comme dans cette recette, mais on la laissait aussi entière. Dès la Renaissance et même depuis le Moyen-Âge, on utilisait principalement les épices pour couvrir les saveurs, en particulier celles du gibier, quand la viande ne pouvait pas être conservée correctement. Le nom des capellacci dérive probablement du mot caplas, qui signifie chapeau de paille en dialecte ferrare. Quoi qu'il en soit, il fallait bien les distinguer d'autres petites ravioles qui se nommaient capelletti, en référence là aussi à leur forme de chapeau.
Quand mes deux grands-mères, Clara et Carmen, faisaient des capellacci, je les mangeais crus, comme les enfants le font aujourd'hui encore à la campagne. En ville, on ne les fait plus. J'adorais ces pâtes. Chez nous, on les mangeait accompagnés de ragoût. Aujourd'hui, les restaurants les servent souvent avec du beurre de sauge. Les marais de Comacchio, l'un des paysages naturels et culturels les plus saisissants du delta du Pô. Un vaste labyrinthe de terre et d'eau qui s'étend sur plus de 11 000 hectares. Né de la rencontre entre le fleuve et la mer, le fragile écosystème nécessite une attention permanente, car l'habitat d'eau douce se transforme peu à peu en lagune d'eau saumâtre. Pendant plus de 50 ans, Pier Carlo Farinelli a été le capovalle, autrement dit le gardien en chef des marais. Il veillait à l'entretien des canaux, surveillait la salinité des eaux et décidait de l'ouverture ou de la fermeture des écluses. Son rôle consistait à préserver le principal moyen de subsistance des habitants, la pêche. Aujourd'hui, il continue de sillonner la lagune dont il connaît tous les secrets. La fonction de capovalle me conférait un pouvoir comparable à celui d'un commandant de gendarmerie il y a 50 ans. C'est-à-dire un pouvoir hallucinant. Si le paysage des marais de Comacchio semble tout droit sorti d'un conte de fées, la vie des habitants et de Pier Carlo n'avait quant à elle rien d'idyllique. Leur quotidien était fait de dur labeur et de privation. Jusque dans les années 60, les gens effectuaient un travail assommant dans ces maisons de pêcheurs pendant 40 jours d'affilée, sans jamais rentrer chez eux, du moins en hiver. L'été, ils passaient 4 jours dans les marais et 3 jours à la maison. Jusque dans les années 70, il n'y avait ni tourisme, ni usine, ni rien ici. La seule source de revenus était la pêche pour le compte de la commune, parce que les marais lui appartenaient. Ou alors, le braconnage. Connus pour abriter la plus grande colonie de flamants roses d'Europe, les marais de Comacchio forment un écosystème tributaire du subtil équilibre entre l'eau douce et l'eau salée. Malheureusement, la zone humide est aujourd'hui confrontée à des défis sans précédent. Le changement climatique complique les choses. Actuellement, on passe à une salinité de 50 grammes de sel par litre d'eau, où tout finit par mourir parce qu'il ne pleut pas pendant 2 ou 3 mois. Ou alors, il pleut des trombes et la salinité retombe à 20 grammes par litre. Il faut donc réagir au bon moment et procéder à des apports d'eau douce plus ou moins importants, non seulement pour les anguilles et les autres poissons, mais aussi parce qu'il s'agit de l'une des réserves de vie sauvage les plus importantes d'Europe. Sur les berges, les casoni. Ces cabanes en bois flanquées d'immenses filets sont aussi indissociables du paysage des marais de Comacchio que les flamants roses. On y pratique une ancienne technique de pêche, particulièrement adaptée aux eaux peu profondes à faible courant. À certains endroits, la hauteur de l'eau ne dépasse pas les 50 cm. Autrefois, 6 à 7 pêcheurs occupaient une cabane et se partageaient leurs prises de manière équitable. Pier Carlo et Giancarlo se connaissent depuis toujours. Ils sont liés par leur profonde connaissance des marais et de leur faune, et par les longues journées d'hiver qu'ils ont passées ensemble à pêcher dans les casoni. Bagigini est le nom local donné aux anchois. Ces eaux riches en nutriments fournissent un environnement idéal pour leur croissance. Dans les marais, la vie des poissons et des humains est rythmée par l'équilibre toujours fluctuant entre l'eau douce et l'eau salée.
On pêche l'anguille en hiver, les crevettes toute l'année et les anchois à partir de juillet, parce qu'il faut qu'ils aient atteint une certaine taille. Au printemps, quand on rejette l'eau saumâtre dans la mer, les anchois adultes entrent dans la lagune à contre-courant pour venir y pondre leurs œufs. Et ça donne ces petits poissons très savoureux, excellents en friture. Les deux amis les dégustent accompagnés de polenta pour un repas en toute simplicité. Ce genre de plat était vite préparé quand on avait 6 ou 7 enfants à nourrir. Heureusement, la nature était généreuse avec le peuple de Comacchio. Parce que de façon légale ou illégale, on trouvait toujours de quoi se nourrir dans les marais. Kilomètres plus au nord, entre les stations balnéaires de Lido delle Nazioni et de Lido di Volano, les forêts de pins rejoignent presque la mer. C'est l'endroit préféré d'Anna Leone quand elle fait du cheval. Si j'avais le temps, je monterais tous les jours. Ça me donne un sentiment de liberté et de paix. Et j'oublie tout ce qui me préoccupe. Bien qu'Anna n'ait guère le temps de s'adonner à ses loisirs, elle a réussi à intégrer l'une de ses grandes passions à son métier. Je suis une grande gourmande. J'adore manger. Cette passion pour la cuisine, et pour la cuisine diététique en particulier, est née du besoin de savoir comment je voulais m'alimenter. Et une fois que je l'ai su, j'ai voulu en faire profiter les autres. Anna a fait des études de pharmacie avant de se tourner vers la nutrition. Aujourd'hui, elle partage ses connaissances sur le rôle des nutriments avec des personnes désireuses de prendre soin de leur santé grâce à une alimentation consciente. Une démarche qui implique non seulement de bien se nourrir, mais aussi de pratiquer une activité physique. Quand on s'éloigne de la côte en suivant le cours du Volano, un ancien bras du Pô aujourd'hui canalisé, on arrive à Codigoro. Anna y a ouvert un cabinet de conseil où elle anime des ateliers culinaires. Son idée ? Réinventer des classiques de la cuisine italienne pour les rendre moins caloriques. Comme la plupart de ses clients ont du mal à renoncer au sucre, elle a notamment revisité un gâteau typique de Ferrare, le Tenerina, et sa version allégée remporte un franc succès. Je n'y mets pas de chocolat, mais du cacao amer. Je n'y mets pas de sucre, mais de l'érythritol. Et au lieu d'utiliser du beurre, j'utilise un mélange de lait et de crème de coco et de la crème fraîche. Je conserve l'œuf et la farine dans les proportions indiquées pour le Tenerina traditionnel. Le Tenerina, qui signifie le tendre, est aussi surnommé le collant, pour sa texture fondante qui tapisse délicieusement le palais. Gâteau phare de la pâtisserie ferraraise, sa version originale est en tout cas une véritable bombe calorique.
Ce type de pâtisserie date d'une époque où les besoins nutritionnels étaient différents. De nos jours, l'italien moyen ou le ferrare moyen a un emploi de bureau et ne passe plus 12 heures dans les champs. Les besoins nutritionnels ont donc changé. Grâce à ses connaissances nutritionnelles, Anna aborde les recettes traditionnelles d'un point de vue moderne, sans pour autant les dénaturer. Aujourd'hui, la plupart des ingrédients sont raffinés, si bien que même un gâteau préparé selon la recette originale n'aura rien à voir avec celui que faisaient nos grands-mères. D'une manière ou d'une autre, on s'est éloigné de son authenticité. Mais un petit extra non allégé ne saurait nuire. Salut. Salut mon amour. Je viens de faire un tenerina allégé. Tiens. Allez, je goûte. La pointe de sel qui vient du cacao amer passe bien, je trouve. Ça a surtout le goût d'un vrai gâteau. C'est un vrai gâteau. C'est sûr, il n'a rien de faux. Ok, c'est un vrai gâteau. Aux confins nord-est de l'Émilie-Romagne, l'anse de Goro marque la limite avec la mer. Ici, 2 bras du Pô se jettent dans l'Adriatique pour former un paysage qui, au gré des marées, du vent et des sédiments déposés par les cours d'eau, évolue d'heure en heure. Carlotta Santolini est biologiste marine. Bien qu'elle habite Rimini, sur la Riviera Romagnole, cela fait 2 ans qu'elle rejoint l'anse de Goro presque tous les jours. La jeune femme collabore avec les pêcheurs de tout le littoral adriatique pour observer l'impact du changement climatique sur la faune. Comme beaucoup de gens du coin, Andrea et Giacomo Pandini sont éleveurs de palourdes. L'élevage de ce délicieux coquillage a commencé dans la lagune de Goro à la fin des années 80. Et l'activité a apporté la prospérité à cette région, jusqu'alors extrêmement pauvre. Avec leurs collègues, Giacomo et Andrea produisent plus de 75% des palourdes d'origine italienne. Implantés entre les dunes de l'île d'Amour et la côte, les parcs à palourdes sont bien délimités. C'est à cet endroit que l'eau douce se mêle à l'eau de mer pour offrir en principe des conditions d'élevage idéales. Mais à la place des coquillages, les frères Pandini et Carlotta capturent tout autre chose. Des crabes bleus. Depuis quelques années, les crustacés venus de l'Atlantique prolifèrent à une vitesse fulgurante dans les eaux toujours plus chaudes de la Méditerranée. D'après son ventre, c'est un mâle. Non, c'est une femelle, mais elle est encore petite. Mais ça, c'est un mâle. Ouais. Le crabe bleu a visiblement trouvé son habitat naturel ici, dans la mesure où il s'agit d'une zone du delta du Pô où on élève des palourdes. Et comme le crabe bleu est un grand prédateur, il s'en est donné à cœur joie et a mangé tout ce qu'il trouvait. Les pêcheurs du delta du Pô font les frais de la mondialisation. Les crabes bleus ont voyagé de l'Atlantique à la Méditerranée, logés dans le ballast des porte-conteneurs comme des passagers clandestins. Plus l'eau est chaude, plus leurs larves se développent rapidement. Et devenue adulte, une femelle pond jusqu'à 8 millions d'œufs. La biologiste marine ne se fait pas d'illusions.
Éradiquer toute une espèce est impossible. À l'origine, le crabe bleu a été introduit ici par les humains. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est en limiter les conséquences ou introduire un prédateur dans la chaîne alimentaire. Pour les crabes bleus, l'horizon semble sans nuages, car les humains sont pour l'instant leurs seuls ennemis. Malheureusement, seule une infime partie des captures est destinée à la consommation. Le reste est détruit. Rien qu'ici, à Scardovaro, près de 20 tonnes de crabes bleus finissent tous les jours à la poubelle. Face à ce gâchis monstrueux, Carlotta a créé une entreprise qui transforme chaque jour 5 tonnes de crabes bleus en denrées alimentaires. Ce n'est pas rien, mais son objectif est la valorisation totale des prises. Jeter des animaux vivants dans un incinérateur est une aberration. Ça reste un gaspillage de nourriture, de ressources, de vie, d'animaux. La seule solution consiste à faire passer le crabe bleu du statut de problème à celui de ressource. C'est le but de notre projet. Pour promouvoir le potentiel culinaire du crabe bleu, Carlotta n'hésite pas à se mettre au fourneau. Son amie Roberta l'assiste volontiers. Notre objectif est de l'introduire dans la cuisine italienne et méditerranéenne. Avec des recettes comme celle-ci, par exemple. Les crab cakes sont très courants aux États-Unis. On en mange tous les jours là-bas. C'est un plat typique et apprécié, et je suis sûre qu'il peut trouver sa place en Italie. Décortiquer un crabe à la main n'est pas facile. Et dans l'entreprise de Carlotta, des machines spécialisées se chargent de cette étape. Un trait de jus de citron rehausse la chair du crustacé d'une note de fraîcheur. Les œufs permettent de lier la pâte. La mayonnaise apporte une touche d'acidité et rend le tout plus onctueux. Et pour finir, la sauce Worcester et le tabasco ajoutent des saveurs umami et piquantes. Dernière étape, la friture. On veut simplement montrer qu'il existe autre chose que l'habituel burger au poisson ou à la viande. Un burger au crabe peut être tout aussi bon. Et en plus, il est intéressant d'un point de vue nutritif. Alors pourquoi ne pas en manger chez nous ? En mangeant du crabe bleu, on contribue à sauver la biodiversité. Au fond, nos produits ne visent qu'à sauver la mer Adriatique. Un jour ou l'autre, les créations à base de crabe bleu viendront peut-être compléter la cuisine riche et variée de l'Émilie-Romagne. Après tout, les traditions ont toutes connu un début. Délicieux. Oui, vraiment excellent. Tout à fait. Les paysages enchanteurs de l'Émilie-Romagne recèlent de délices échappées d'une véritable corne d'abondance. Dans cette région où manger est plus un désir qu'un besoin, la cuisine est une déclaration d'amour à la vie.